toutes et à tous, je suis ravie d'être en direct avec vous depuis le Mouvement des entreprises de France pour inaugurer la semaine de l'entreprise responsable et inclusive co-organisée par l'AFMD qui, vous le savez, je vous le rappelle, est l'Association française des managers de la diversité et le Mouvement des entreprises de France. Alors, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Annabelle Baudin et toute la semaine, je serai à vos côtés pour mettre en lumière les acteurs, les actrices et les organisations qui agissent au quotidien pour mettre en faveur des questions d'égalité des chances, de diversité et d'inclusion, autant de sujets qui font partie, qui sont vraiment inscrits au cœur de toute démarche RSE. Mais comment définir et prioriser les enjeux RSE au regard de ces questions de diversité et d'inclusion ? Pourquoi est-il stratégique de traiter ces deux sujets conjointement? Quelles sont les initiatives responsables et inclusives méritant d'essaimer aujourd'hui au sein des organisations? Comment mesurer les progrès réalisés? Je m'arrête ici. Vous l'avez compris, la semaine de l'entreprise responsable et inclusive embrassera les thèmes de l'inclusion et de la diversité absolument sous tous ses angles. Alors, avant de démarrer et d'accueillir Anne-Laure Thomas, coprésidente de la FMD, et Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Mouvement des entreprises de France, je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la plateforme Imagina. Notez dès à présent que l'ensemble des conférences seront diffusées par le biais de cette plateforme et qu'elles seront toutes disponibles en replay d'ici quelques semaines. Et pour permettre aux messages constructifs d'essaimer, un seul hashtag pour nous suivre cette semaine, c'est le hashtag série 21, série comme semaine entreprise responsable inclusive 2021. Notez enfin que toute la semaine, des ateliers thématiques vous seront proposés grâce à nos associations et nos partenaires. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Normalement, leur nom devrait s'afficher juste derrière moi. Merci à tous. Voilà, juste avant de démarrer, je vous rappelle que nous avons pris la liberté d'enlever nos masques, tout simplement parce que nos passes sanitaires sont à jour et que nous sommes tous vaccinés. Voilà. Allez, il est temps maintenant d'accueillir Anne-Laure Thomas, coprésidente de l'AFMD, et Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour. Merci d'être avec nous pour inaugurer cette semaine. Alors, première question que je souhaite vous poser, Geoffroy Roux de Bézieux. Pourquoi le Mouvement des entreprises de France et l'Association française des managers de la diversité nous proposent-ils une semaine entièrement consacrée à la RSE, à la diversité et l'inclusion en entreprise ? Bonjour à tous. Bienvenue physiquement ou en virtuel. On a longtemps pensé que, au fond, ces sujets-là étaient réservés peut-être à quelques entreprises qui mettaient par exemple la RSE en avant, ou dans un autre genre que la RSE, c'était un petit département dans une entreprise, évidemment pas très stratégique, et qu'on mettait dans un coin et qu'on ressortait une fois par an au moment du rapport annuel pour faire beau. Je pense que la prise de conscience n'est peut-être pas générale, mais en tout cas, elle est très significative que ça devient finalement cœur de la stratégie des entreprises, tout simplement parce que la donnée clé, la denrée la plus rare pour une entreprise aujourd'hui, c'est les talents, et que pour attirer des talents, notamment des jeunes générations, une entreprise qui ne met pas la RSE, l'inclusion, la diversité au cœur de sa stratégie, de sa politique RH, est moins performante, enfin, elle attire moins et donc elle est moins performante. Donc c'est devenu un sujet de performance et d'efficacité dans l'entreprise. Alors après, en fonction de la taille des entreprises, des secteurs, le tropisme du patron ou des patrons ou des dirigeants ou des dirigeantes, il peut y avoir plusieurs nuances de gris, si j'ose dire, mais je crois qu'il y a un vrai changement. Et d'ailleurs, on ne peut pas le voir à la caméra, mais sur les murs de cet auditorium du MEDEF, on a fait inscrire notre raison d'être, notre nouvelle raison d'être, on n'avait pas avant. Donc c'est notre raison d'être qui est nouvelle, qui est agir ensemble pour une croissance responsable. C'est bien la preuve que c'est au cœur des préoccupations du MEDEF. Très bien, merci Geoffroy Roux de Bézieux. Anne-Laure Thomas et vous, quelles sont vos motivations ?
Alors bonjour à toutes et à tous. Juste pour commencer, pareil, vraiment merci à toutes et tous d'être aussi nombreux pour cette semaine parce que on a décompté hier un peu plus de 4000 inscrits tout au long de la semaine dans les ateliers, dans les conférences. C'est beaucoup plus que l'an dernier qui était notre première année, qui était notre année de lancement. Donc je voulais vraiment, et je tenais déjà à vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. C'est important pour nous et ça montre aussi ce que disait Monsieur Roux Bézieux, c'est qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui sur nos sujets et donc ça fait vraiment plaisir. Donc je voulais vraiment commencer par ça. Et puis cette semaine, elle était essentielle pour la FMD et pour le mouvement des entreprises de France de répondre également aux attentes de nos adhérents. Et d'ailleurs, cette semaine, on l'a construit avec nos adhérents. On les a interrogés, on les a questionnés. Quels sont les sujets, quelles sont les thématiques que vous voulez voir cette semaine? Et on a vu que la mesure, par exemple, de l'inclusion est un sujet qui est revenu. L'impact de la diversité en entreprise. Ces sujets, comme la mixité également, sont des sujets qui sont revenus et on est parti de ces thématiques choisies par nos adhérents et nos adhérentes pour construire, co-construire tous ensemble cette semaine, parce que c'est bien une semaine construite par nos deux, l'Association française des managers de diversité et le mouvement des entreprises de France. Et ça aussi, ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'on veut montrer cette semaine. Cette semaine, c'est aussi le plaisir et la chance pour nous d'avoir des ministres à nos côtés. Et je les salue toutes, parce que ce seront 4 femmes, 4 ministres femmes qui seront là tout au long de la semaine pour leur présence. Madame Claire Hédon également, qui nous fera l'honneur d'être là. Des chercheurs, des chercheuses, des associations, toutes les associations partenaires qui travaillent toute l'année à nos côtés seront présentes pour animer des ateliers, pour répondre aux questions, pour partager les bonnes pratiques. Et en fait, cette semaine est la concrétisation de ce que font toutes les équipes de la FMB tout au long de l'année. Outiller, répondre aux questions, faciliter le travail sur la diversité et l'inclusion, être tous ensemble, partager. Et ça, c'est vraiment important. Cette semaine, c'est aussi l'occasion pour nous tous de présenter de nouveaux outils. Le mouvement des entreprises de France présentera 2 baromètres et je crois qu'on va se réjouir d'un certain nombre d'informations et d'autres, ce seront de vraies pistes de travail. Donc, c'est vraiment important. Et pour la FMD, ce sera l'occasion de sortir 2 nouvelles publications sur l'inclusion et sur les stéréotypes. Voilà, donc c'était vraiment important d'en faire une semaine. Je crois que nous avons beaucoup de matière et que nous allons tous construire ensemble. Merci Anne-Laure Thomas. Geoffroy Roux Bézieux, nous venons d'entendre l'ouverture de cette semaine et aussi l'occasion de fêter la 10e édition du baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise, initié par le mouvement des entreprises de France. Au-delà de la mesure, comment accompagne-t-il les adhérents au quotidien sur ces sujets? Alors, ce sujet de l'égalité des chances, c'est un sujet, je pense, assez cœur autour des problématiques françaises. On sait que, contrairement à certaines idées reçues, la France est dans les pays occidentaux celui où l'égalité des revenus reste, en tout cas, la moins inégalitaire et surtout sur lequel cette inégalité a peu progressé, ou peu régressé plutôt, durant les dernières années, les écarts entre le 10% les plus riches, 10% les plus pauvres, et c'est ce qu'on appelle le coefficient de Gini, est stable depuis maintenant une dizaine d'années, et surtout à peu près équivalent aux pays de l'Europe du Nord, c'est-à-dire dans un coefficient, alors on peut toujours trouver que c'est pas assez, ou d'ailleurs que c'est trop, mais en tout cas très différent de pays de type États-Unis. Mais pour autant, l'égalité des chances, qui est la capacité qu'on a, en étant né dans un milieu défavorisé, de grimper les échelons de la société, là, est totalement à l'arrêt. Alors, il y avait cette étude de l'OCDE, je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu surinterprétée par les médias, qui disait qu'il fallait 6 générations pour passer d'un foyer modeste au statut de cadre supérieur. Même si ce n'est pas 6 générations, on a un problème d'ascenseur social, pour employer une expression. Une fois qu'on a dit tout ça, quel est le lieu où il est encore possible de démarrer au bas de l'échelle et de finir dans une position de dirigeant? Il y en a 2 en France. Il y a l'armée, qu'on oublie un peu, et qui est un formidable facteur de promotion d'intégration sociale. Mais enfin, ici, on n'est pas chez les militaires, on est dans l'entreprise. Et il y a l'entreprise. Mais j'ai le sentiment qu'elle le fait moins qu'avant, notamment dans les grandes entreprises, parce que la culture du diplôme est devenue très importante, parce qu'aussi on néglige tout ce qui est valorisation des acquis de l'expérience, on néglige un peu la promotion interne. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. On sait qu'il y a des secteurs dans le métier des services, dans le métier du commerce,
qui sont plus facilement accessibles en termes de promotion interne. Donc c'est pour ça que c'est très important de mesurer la perception, mais aussi la réalité. Alors ça, c'est une vieille demande que j'adresse chaque année aux équipes du MEDEF, mais un jour, peut-être que je serai entendu, d'arriver à mesurer, c'est compliqué, hein, statistiquement, les progressions d'échelons dans les branches, parce qu'il faut arriver à... C'est comme tous ces sujets, il faut mesurer la perception et la réalité. Toujours est-il qu'on a ce baromètre qui a 10 ans et qui montre quand même des progrès, à la fois dans la perception qu'ont les salariés de l'action de leur entreprise, de l'accès, de l'inclusion, de la diversité, et aussi l'importance qu'ils y attachent. Ce que je disais en introduction, une entreprise qui aujourd'hui ne sait pas expliquer comment elle contribue au bien commun, comment elle contribue à l'intérêt général, comment elle contribue au fond à la société, et prendre une entreprise dont la durée de vie a une limite, parce que à la fois, d'ailleurs, je parlais des salariés, mais aussi les consommateurs, en tout cas quand on est dans le B2C, posent des questions. C'est d'ailleurs peut-être une manière de dire les choses. L'image d'entreprise s'est formidablement améliorée avec un accélérateur pendant la crise, très net, mais l'exigence vis-à-vis de l'entreprise va avec cette image. C'est-à-dire qu'au fond, si je le dis en creux, une sorte de désaffection de l'action politique, à part peut-être les maires, et du coup, on attend beaucoup plus de l'entreprise. C'est une responsabilité qui pèse sur nos épaules. En tout cas, l'important, c'est de se mesurer. Vous savez, ce vieux dicton qui dit, enfin c'est en anglais, mais qui ne se mesure pas ne progresse pas. Et donc, le fait d'avoir ce rendez-vous régulier tous les ans depuis 10 ans, je pense que c'est important. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai les chiffres sous les yeux, mais je n'aurais pas spoilé la présentation de Dominique tout à l'heure. Merci Geoffroy Roux de Bézieux pour ce témoignage. On termine avec vous, Anne-Laure Thomas. Concrètement, c'est quoi une entreprise responsable et inclusive ? Une entreprise responsable inclusive. C'est un beau sujet et je trouve que c'est un très beau nom pour une semaine parce que il n'y a pas le mot diversité, il y a le mot inclusion. J'aimerais revenir sur ce mot inclusion, ce qui est vraiment inclure tout le monde, se respecter les uns et les autres dans la différence et refléter l'ensemble de notre société. On n'a pas pris une thématique, les femmes, on n'a pas pris une thématique sur l'orientation sexuelle, on va travailler sur l'ensemble des thématiques parce qu'on le sait. On peut être une femme de plus de 50 ans, on peut être une femme de plus de 50 ans noire, on peut être une femme de plus de 50 ans avec d'autres critères. Et en fait, l'inclusion, c'est s'accepter tous les uns les autres tels qu'on est. Et je pense que c'est extrêmement important de parler d'inclusion. Et puis sur la responsabilité des entreprises, on parle souvent, quand on parle RSE, on va souvent penser à l'environnement, on va souvent penser au climat, qui sont des sujets extrêmement importants et ça on le sait tous. Mais dans RSE, il y a ce S, ce social, que parfois on a tendance à oublier et pourtant on a vu toute son importance pendant cette crise, pendant cette pandémie. 1, 2, 3 confinements, comment les entreprises ont réagi. Et c'était l'objet d'une enquête avec Mercer pour la FMD, pour voir justement comment les entreprises qui avaient une politique diversité et inclusion avaient réagi et si elles s'en étaient, entre guillemets, un petit peu mieux sorties que les autres. Et c'est un constat positif sur l'agilité des entreprises et sur la préparation, en fait. Et puis, sur cette période que nous venons de traverser, on a vu également le rôle de l'entreprise, le rôle sur le lien social, face à l'isolement. Certaines personnes avaient en France comme seul lien, en fait, leurs collègues de travail. Et ça, c'est une vraie responsabilité que les entreprises ont eu à cœur et ont accompagné leurs collaborateurs. Certaines entreprises ont pu informer beaucoup plus facilement tous les numéros d'urgence quand il y avait des violences au sein du domicile. Malheureusement, on le sait, il y a eu vraiment une très forte augmentation des violences conjugales, des violences familiales pendant cette période. Et donc, elles ont pu avoir un rôle au moins dans l'information et dans la transmission d'informations. Certaines ont eu un rôle également sur tout ce qui était, on contribue à la vaccination plus rapide parce elles avaient l'opportunité de vacciner leurs collaborateurs et ça a pu accélérer également dans ce sens-là. On a travaillé au sein de STOP avec 114 entreprises. Donc c'est Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qui est porté par la FMD. On a travaillé tous ensemble, ces 114 entreprises ensemble, sur le sexisme et le télétravail. Donc ce sont des sujets, et en premier lieu, je pense vraiment à la lutte contre l'isolement, où les entreprises ont joué leur rôle et ont été responsables. Donc voilà, je vais revenir. Et puis j'aimerais juste terminer en remerciant vraiment toutes les équipes de la FMD et toutes les équipes du MEDEF pour tout le travail, pour constituer cette semaine. C'est des mois de travail et je voulais vraiment les remercier de nous avoir construit ce programme très riche tout au long de cette semaine. Je peux répondre à la question que vous ne m'avez pas posée ? Allez-y.
Non, juste à la question, qu'est-ce qu'une entreprise inclusive et responsable? Je pense qu'il n'y a pas une réponse parce que ça dépend énormément de la taille du secteur. Et je ne voudrais pas on parlait de 114 entreprises, mais il y a au MEDEF 190 000 adhérents et dans la France entière, plein de petites entreprises. Je ne voudrais pas qu'elles se sentent, presque par nature, exclues de ces sujets parce qu'elles n'ont pas de département RSE. Il y a un chiffre là qui est sous les yeux qui dit 75% des salariés des entreprises qui ont eu un département RSE ont l'impression que leur entreprise fait quelque chose pour la société. Mais donc, à contrario, celles qui n'ont pas de département RSE ne font rien. Je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. J'allais dire, c'est un peu comme M. Jourdain. Tout le monde peut faire de la RSE, entre guillemets, sans s'en rendre compte, même s'il n'a pas un directeur ou une directrice RSE en charge du sujet. Et puis, c'est peut-être plus facile de le faire dans certains secteurs que dans d'autres, dans certaines géographies que dans d'autres, dans certaines tailles d'entreprise. Donc, je ne vais pas vous parler de la RSE pour tous, mais il y a un petit peu cette idée-là. Les violences conjugales, pour prendre cet exemple-là, moi j'étais très frappé dans mon groupe, il y a plusieurs filles, j'ai une entreprise qui fait 20 personnes, et pourtant il y a eu 2 cas. Alors on appelle ça violence conjugale, on va quand même dire les choses, c'est en général le mari qui tape sur la femme. Hein. Le cas opposé arrive, mais enfin c'est pas la majorité de l'espèce. 2 sur 20. Ouais. Bon, c'est probablement un hasard statistique. N'empêche que face à ça, c'est extrêmement difficile pour un patron de PME de réagir parce que il est tout seul. La difficulté d'intervenir dans la vie personnelle d'un salarié, c'est très 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 compliqué même sur le plan légal au-delà du plan psychologique. Donc tout ça pour dire que la volonté du MEDEF, c'est bien d'inclure les entreprises au sens le plus large possible, même si évidemment, comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs, les grandes entreprises ont un rôle modèle, moteur et avant-gardiste en quelque sorte de pousser devant. Et juste pour compléter, parce que je suis complètement d'accord, non, mais c'est vraiment important parce que tout le travail qu'on fait là, toutes les tailles d'entreprise sont importantes. Et à la FMD, on travaille aussi beaucoup avec des organisations privées, des organisations publiques, des associations. Donc, c'est vraiment le rôle de tous et toutes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est tous engagés. Et l'idée, c'est d'être tous ensemble plus forts, de partager nos pratiques, de se les transmettre pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin tous ensemble. Très bien, merci pour ces témoignages et notez que nous nous adresserons particulièrement, nous prendrons du temps pour les TPE, les PME cette semaine. Voilà, merci à vous. Anne-Laure Thomas, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, dans le cadre de ces travaux relatifs à la RSE, à l'égalité des chances et aux questions de diversité, le mouvement des entreprises de France souhaite maintenant, nous vous l'avons promis, vous présenter les résultats de 2 baromètres nationaux menés cette année en 2021. Le baromètre national de la perception de l'égalité des chances en entreprise qui fête ses 10 ans et le baromètre national de perception de la RSE en entreprise conduit pour la 3e année consécutive depuis 2019. Pour nous en parler, j'accueille maintenant Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, et Armelle Carminati-Rabas, présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Alors, Armelle Carminati, je vais m'adresser à vous en premier. Alors, vous publiez aujourd'hui la 10e édition du baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise. Pourquoi avoir fait ce choix, il y a 10 ans maintenant, d'interroger les salariés? Alors, ce n'est pas un choix personnel. Il y a 10 ans, c'était un choix concerté au sein d'une commission toute nouvelle, il y a 10 ans, qui à l'époque s'appelait Richesse et Diversité. Et nous avions pris le soin d'y inviter des représentants d'entreprises, et ça a été évoqué tout à l'heure sur le mot d'introduction, de toute taille, de tout secteur, donc des provinciales, des parisiennes, des petites, des grandes, tout secteur confondu. Et à l'époque, comme tous ceux qui étaient dans cette commission avaient déjà pas mal de kilométrage compteur sur la question d'égalité des chances, il y régnait un peu de perplexité, parce que chacun avait vraiment l'impression de bien avancer dans son couloir de nage, dans son entreprise. Et puis pourtant, quand on regardait le paysage français, on n'avait pas forcément l'impression, il y a 10 ans, que ça progressait, ni que ça reculait d'ailleurs, on ne comprenait pas bien. Et cette commission s'est aussitôt dit que plutôt que de travailler sur des plaidoyers,
sur des incantations, il fallait tout de suite poser des chiffres sur la table. Geoffroy l'a dit tout à l'heure. Et dans ce domaine-là, le MEDEF l'avait encore jamais fait. Donc l'idée s'est tout de suite concrétisée en moins d'1 an. Avec une approche originale. C'était la première fois que le MEDEF lançait une enquête à destination des salariés. Le MEDEF, jusqu'alors, lançait des enquêtes à destination des managers, des chefs d'entreprise, des responsables. Et là, pour le coup, le micro a été tendu aux salariés. Et puis sa deuxième originalité, c'est que quand on interroge sur un climat, sur la perception d'un climat, il peut y avoir des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on peut raconter sa propre vie plutôt que de raconter comment ça se passe autour de soi dans son entreprise. Et donc là, pour le coup, on a travaillé de façon professionnelle avec des sondagiers pour arriver à organiser des structures de questions qui évitent ces biais de confirmation avec des scénarios de projection sur ce qui se passe autour de soi. Et au fond, dès la première année, dès 2012, quand on a commencé à poser les premiers chiffres sur la table, ça n'était qu'un point, on n'avait pas encore la tendance, mais on s'est aperçu que ça permettait de travailler sereinement, avec autant d'objectivité que possible, et non seulement sereinement, mais on s'en rend compte 10 ans plus tard, en se mettant à l'abri de l'hystérie des débats. Parce que l'égalité des chances, tout le monde va vous dire qu'il est pour, c'est comme la paix dans le monde. Et s'il y a bien un endroit sur lequel l'intention ne suffit pas, c'est celui-là. C'est du travail, l'égalité des chances, et c'est du travail quotidien. Et notre objectif avec ce baromètre, eh bien, c'est d'équiper nos adhérents. C'est de leur donner une petite mallette, et d'ailleurs au sens concret, parce que Dominique le sait bien, nos équipes se rendent dans les territoires avec les chiffres du baromètre et avec des outils pratiques pour ensuite travailler sur ce que les chefs d'entreprise ont besoin de traiter, puisque tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Et ce baromètre-là, c'est un outil pour démystifier le sujet. C'est compliqué avec un chef d'entreprise, mais c'est compliqué avec un citoyen tout court d'aborder les questions d'inégalité. Parce que c'est désagréable, parce qu'on a l'impression quand on les observe et qu'on les mesure qu'on a fait quelque chose de mal. Or, l'inégalité, dans la plupart des cas, elle arrive par inadvertance, elle arrive par ignorance. Mais un chef d'entreprise, c'est un chef, ou une chef d'entreprise, c'est une chef. Un manager, c'est en responsabilité. Donc, il n'est pas responsable de tout ce qui peut s'y passer, il est responsable de s'en préoccuper et d'aller le mesurer. Et à partir de là, de se mettre au travail, avec bien entendu toute l'imperfection du travail humain et du travail en société, mais voilà comment ça avance. Et ce baromètre sur la partie égalité des chances a une dizaine d'années maintenant. Et puis il y a 3 ans, Dominique va vous le raconter, on a décidé d'y faire un peu de place, c'est-à-dire de continuer à interroger les mêmes participants, les mêmes 1500 tous les ans grâce à un grand sondagier, c'était NS Kantar depuis pas mal d'années. Et puis de réserver la moitié des questions pour les interroger sur l'égalité des chances. Et puis on a fait un espace tout neuf sur la RSE parce que la responsabilité s'est imposée, n'est-ce pas Dominique? Voilà, nous allons en parler avec vous, Dominique Carlac. Merci. Alors pourquoi avoir décidé justement, comme le précise Armelle, de lancer un baromètre sur la RSE? Alors, outre la raison, je dirais, de continuité historique, de l'outil qu'on avait déjà maintenant depuis 10 ans, il y a 3 raisons principales. La première, elle est pédagogique, c'est-à-dire que tout le monde parle de la RSE, et effectivement, on tombe vite dans l'incantation de la RSE, et donc ça devient vite un repoussoir pour les entreprises qui ne savent pas précisément mettre des mots, mettre des qualificatifs, mettre des actions concrètes sur la RSE. Du coup, ça fait vite le clan des bons et des méchants, du blanc et du noir, du bien et du mal. Et on est vite cantonné à finalement, c'est pas pour moi. Et donc, ce qui aurait un effet inverse à ce que nous, on souhaite au MEDEF. Donc, la première raison, ça a été de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est que la RSE au sens large. Parce que la perception que l'on a trop souvent de la RSE, que ce soit chez les salariés ou chez les dirigeants d'entreprise, j'insiste sur ce point, c'est pas uniquement les dirigeants d'entreprise qui ont cette perception, c'est également les salariés croient que la RSE, ça n'est exclusivement que le domaine de l'environnemental. Or, la RSE, c'est un sujet beaucoup plus large. Et donc, la première raison pour laquelle on a voulu
avoir beaucoup plus de questions sur cette partie RSE dans le baromètre historique, c'est de constater que la RSE embrasse beaucoup de sujets et, comme le disait le président Geoffroy Roux de Bézieux tout à l'heure, est véritablement un outil stratégique pour piloter son entreprise. Donc ça, c'est la première région, faire de la pédagogie et montrer tout ce que recouvre une démarche RSE dans une entreprise et non pas simplement l'environnemental. Et donc, la deuxième raison, c'est que nous, le MEDEF, on a cette responsabilité justement de faire de la pédagogie, de rendre ça intelligible et accessible à toutes les entreprises, parce que c'est notre responsabilité de mouvement patronal, de travailler finalement sur ces trois piliers que sont l'environnemental, certes, mais le social et également la gouvernance. Et si on démarre cette semaine par la présentation de ce baromètre, je dirais rénové depuis 2 ans maintenant, c'est parce qu'on veut faire de la pédagogie toute la semaine. Donc on a une semaine qui va justement aller éclairer les points méconnus, incompris, du grand public que nous sommes finalement quand on est dirigeant d'entreprise, parce que 190 000 entreprises, on est quelques entreprises, PME, TPE, à avoir travaillé le sujet, mais pas tant que ça en réalité. Or, on sait que c'est un vrai levier pour l'entreprise de travailler sur la RSE, donc on va faire de la pédagogie sur les angles morts finalement et sur les piliers toute la semaine. Ça, c'est la deuxième raison de l'enrichissement de notre baromètre historique. Et puis la troisième raison, elle est très pratico-pratique. Quand vous faites un baromètre de perception et que vous interrogez les salariés, assez rapidement, vous voyez se dégager les warnings, les signaux faibles qu'ont les salariés dans votre entreprise, mais que vous, en tant que dirigeant, vous ne percevez pas ou plus. Et donc, le fait d'interroger les salariés sur la perception de qu'est-ce qui est important pour eux dans une démarche RSE et à quoi ça peut servir, vous, en tant que dirigeant, vous avez les meilleurs sentiments du monde, vous avez envie d'être performant, d'être bienveillant, d'être efficace, vous avez envie de faire les choses bien. Simplement, vous ne voyez pas tout. Et donc, la perception vue par les salariés vous permet d'avoir des indicateurs sur lesquels on va pouvoir travailler et bâtir une stratégie RSE. Parce que, encore une fois, la manière dont les salariés perçoivent les actions dans l'entreprise sera probablement mieux travaillée, mieux communiquée si vous les interrogez que si vous êtes dans votre stratégie top-down, on va dire. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on a voulu enrichir et innover dans notre baromètre historique. Justement, alors merci Dominique Carlac, la perception des salariés, on va en parler. Quelle perception, selon vous, les salariés ont-ils aujourd'hui du développement durable en entreprise et des enjeux liés à la RSE ? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le terme RSE est souvent atrophié et renvoyé à cette notion de environnemental seulement, et c'est partagé entre les salariés et les dirigeants. En fait, la première chose qui ressort, c'est que la RSE est perçue par les salariés comme moins prioritaire, la RSE dans sa globalité, comme moins prioritaire que les items qu'elle compose. C'est-à-dire que dans la RSE, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre la santé et la sécurité au travail, vous pouvez mettre l'égalité des chances, vous pouvez mettre l'inclusion, vous pouvez mettre plein de choses. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour les salariés, finalement, le thème générique, le chapeau général, est moins important que les items. Et donc, une des choses sur laquelle il va falloir travailler, c'est de montrer combien ça fait sens, combien c'est cohérent, combien cet outil RSE global peut être un outil de pilotage stratégique de l'entreprise, parce que sinon, si on est enfermé dans tel ou tel item en fonction de ses préoccupations quotidiennes, de ses convictions, de ses croyances, de son quotidien, on ne fera qu'un petit bout du chemin. Donc nous, au MEDEF, il faut absolument qu'on fasse une vision à 360 pour montrer tous les leviers que l'on a, et puis encore une fois, pour ne pas ostraciser des entreprises qui seraient peut-être en progression sur certains items, mais pas encore arrivés aux meilleures notes qui soient, et puis qu'on ostraciserait de manière injuste, parce que sur d'autres items, elles sont très en avance, mais effectivement, le phénomène Monsieur Jourdain joue, et donc elles sont en avance, mais personne ne le sait. Donc on est renvoyé à ce qu'on ne fait pas ou pas bien. Donc c'est important d'insister sur tous ces critères, et le premier renseignement, c'est de remettre la RSE comme chapeau régalien de la stratégie, et non pas être enfermé dans tel ou tel item. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que les choses varient assez peu par rapport à la première édition de 2020 en termes d'items, si on rentre vraiment dans les items. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la santé, donc ce baromètre, il est sorti l'année dernière, donc pour la première fois dans cette dimension RSE,
Pardon, troisième fois. Donc, l'année dernière, il y avait eu un critère qui avait explosé, c'était la santé et la sécurité au travail. Alors, évidemment, en 2020, il n'y avait pas besoin d'être devin pour savoir que ce critère arriverait en tête. Et donc, c'est toujours le cas en 2021. C'est 72% des salariés qui jugent que c'est l'item prioritaire. Un deuxième sujet qui monte, c'est l'environnement, quand même, qui monte de 4 points. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience et cette perception des salariés comme étant important pour la stratégie RSE de leur entreprise. C'est quelque chose qui monte. En revanche, il faut quand même toujours ramener ça au positionnement dans les autres items. Ça n'est qu'au 6e rang des préoccupations des salariés, l'environnement dans les démarches RSE, alors que la santé reste au niveau le plus élevé. Et puis après, le dernier élément qu'on peut indiquer, c'est les petites variations en fonction de l'âge. Autant la santé et la sécurité au travail reste quelque chose qui est complètement partagé, toutes générations confondues. C'est tout le temps l'item qui arrive très très haut. Après, il y a des variations selon les catégories d'âge. Par exemple, pour les jeunes, ils accordent, eux, plus d'importance à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est de la génération, alors quand on parle des jeunes, c'est les 16-34 ans. Donc ceux-là, pour eux, c'est quelque chose. Alors c'est important de savoir ça parce que, encore une fois, le chef d'entreprise, pour se réapproprier ses résultats, s'il a une population active de salariés jeunes, ben, c'est quand même quelque chose, s'il n'a pas fait grand-chose jusqu'ici là-dessus, qui à un moment donné va arriver en tampon avec les préoccupations de ses salariés. Donc ça, c'est important sur la partie générationnelle jeune. Sur la génération d'après, les 35-49 ans, c'est l'éthique qui se dégage un petit peu plus. Et puis alors, étonnamment, pour moi, étonnamment, je pensais que c'était un sujet qui était essentiellement porté par les jeunes. Eh ben non, pas tant que ça. Les plus de 50 ans sont la seule tranche d'âge, les plus de 50 ans sont la seule tranche d'âge qui met l'environnement dans le tiercé gagnant des préoccupations. Pour moi, c'était quelque chose qui avait été révélé par des générations plutôt jeunes, et en réalité, ce sont plutôt les plus de 50 ans qui s'en préoccupent. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur ce premier niveau d'analyse. Merci Dominique Carlac pour cet état des lieux très clair. Armelle Carminati, quels sont, on n'a pas parlé des résultats sur l'égalité des chances? Oui, alors focus égalité des chances, là on a de la profondeur sur 10 ans, donc les équipes ont travaillé pour vous remettre la perspective depuis 2012. Et cette question bifide est intéressante parce qu'on interroge les participants, donc les 1500 salariés représentatifs du tissu français, pour leur demander, d'une part, c'est la barre violet foncé au-dessus, quelle est l'importance qu'ils accordent à l'égalité des chances, c'est dans leurs yeux à eux. Et puis on leur demande aussi, et à votre avis, votre direction, est-ce que c'est important pour eux? Et donc c'est la barre qui est un petit peu plus claire en dessous, qui est plus claire, mais qui progresse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dizaine d'années, on avait jusqu'à 17 points d'écart au tout début entre ce que j'attends, moi, salarié, et ce que je pense que ma direction accorde comme importance. Et on voit que ça se réduit. On est et de façon tendancielle, claire, on est cette année à 12 points de décalage seulement. C'est 12 points quand même, mais ça n'est que 12 points. Donc, ça nous permet quand même de nous encourager sur le fait que les salariés ne lâchent rien. C'est pas parce que les entreprises travaillent, on le voit en dessous, qu'ils détellent sur le sujet. C'est ce que disait le président Geoffroy de Robézieux tout à l'heure. Hein. Ça reste une exigence impérieuse. Mais par contre, les entreprises sont au rendez-vous. Et là, on est représentatif du tissu français, c'est-à-dire on a 75% de nos répondants, à peu près, c'est rééquilibré par TNS Kantar, qui travaillent dans des entreprises PME ou TPE, ou bien à peu près la même proportion qui travaillent hors d'Île-de-France. Donc on a vraiment un tissu représentatif et on voit que ça se bouge. Depuis les années 2016 à peu près, les entreprises se mettent en ordre de bataille. Ça me fait, moi, émerger 2 commentaires. Le premier, c'est que, quoi qu'en disent les échos alarmistes très amplifiés dans les médias, et vous me pardonnerez, Annabelle, les entreprises n'est pas un champ de bataille sur lequel il y aurait une négligence systémique, pas du tout. Il y a de grosses exigences et on voit les entreprises au rendez-vous.
Et puis, c'est aussi une autre réflexion que là, on a quand on va rencontrer nos adhérents sur les territoires. Chef d'entreprise, patron, manager, manageuse, n'ayez pas peur. C'est un sujet compliqué. Ça pourrait être une poudrière. Et effectivement, on ne parle pas des familles heureuses. Et donc, quand il y a des accents ou des coups de projecteur qui sont donnés, c'est sur les accidents de parcours. Et il y en a. Il n'y a pas de milieu parfait. Par contre, ce que l'on voit, c'est que pour toutes ces entreprises qui n'ont pas peur et qui s'y attellent, et pour lesquelles les salariés accusent réception en disant « ils le font, je le vois, j'en entends parler », ceux qui font et ceux qui communiquent s'en portent bien, on le verra un peu plus tard dans l'étude. Donc on a pris ce risque-là il y a 10 ans d'aller demander non seulement comment les salariés ressentent le climat de travail, mais on leur a aussi demandé de nous accuser réception de la façon dont leur direction se bouge. Et là-dessus, quand le président Roubezieux disait tout à l'heure, bon, alors vous mesurez de la perception, j'aimerais même bien qu'un jour on mesure la réalité. Moi, je suis plutôt à dire tant mieux si on arrive à mesurer la réalité, mais moi, c'est ma perception qui forge ma vie et ma trajectoire. C'est ce que je ressens. Si je rentre dans un restaurant aussi organisé et bienveillant soit-il et que je me sens mal accueillie, c'est ma perception qui compte finalement, et on le sait dans les métiers de relation. Donc cet indicateur-là, indicateur très sensible, on le surveille comme le lait sur le feu depuis 10 ans. D'accord. Sur la page suivante, j'aimerais vous inviter là à regarder un champ de questions qu'on n'avait pas tellement envie d'aller regarder il y a 10 ans. Quand on a créé au sein de la commission avec des représentants d'entreprises de toute taille, ce baromètre, on voulait parler d'inclusion, on voulait parler d'égalité des chances, aller regarder là où ça se passe bien, parce qu'il faut aussi des points de rassurance, et puis se donner des objectifs là où c'est drôlement moins bien. Et puis cette question de discrimination, elle était assez discrète parmi notre quarantaine de questions. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une oreille très attentive sur le terrain de français pour relayer tout ce qui touche à ce sujet. Et donc, on travaille depuis une dizaine d'années sur 2 questions seulement, mais 2 questions précises sur la discrimination. On demande aux répondants, à votre avis, est-ce que vous craignez un jour peut-être, donc c'est très potentiel, d'être discriminé sur le marché du travail? Et puis autre question, un jour peut-être discriminé dans l'entreprise actuelle dans laquelle vous travaillez. Alors première question, sur le marché en général, on avait eu un petit pic l'année dernière, enfin un vrai pic, à 56% en 2020, c'est-à-dire qu'on revenait presque en régression quasiment sur les niveaux de tout premier baromètre de 2012-2013, et puis ça se calme cette année à 45%. Donc là, on voit un vrai apaisement. Hein. On est à moins 11 points sur 2021. Je me permets de commenter le petit pointillé de entre 2018 et 2020. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'année 2019 parce que c'est une question qu'on n'avait pas posée en 2019. Et on l'a ressuscité en 2020 pour finalement tendre le micro dans un moment où la France était les nerfs à vif. 2020, nous parlions d'état de guerre contre un ennemi invisible. Il y avait une anxiété généralisée. C'était même plus de l'anxiété, c'était de l'angoisse. Et donc là, un des enseignements que l'on a, nous, c'est qu'au fond, la crainte de discrimination est une crainte parmi les autres craintes, et que dans un climat d'hypersensibilité et d'hyper-angoisse, celle-ci remonte comme la crainte sur son état de santé, ou la crainte de perdre un proche, ou la crainte de perdre son job. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en 2020, pour un tiers des salariés, il y a eu un vrai éloignement du lieu de travail par le télétravail. Il y a un autre tiers qui a débrayé en chômage partiel. Donc il y en avait 2 tiers qui n'étaient plus au contact. Et là, l'inquiétude a forcément été féroce sur l'idée que, invisible, on aurait pu être oublié. D'oublier, donc potentiellement moins bien traité. Donc on voit avec soulagement, je dirais, cet indicateur baisser. Et puis sur la page suivante, vous verrez la question miroir sur et à propos, est-ce que vous craindriez un jour potentiellement d'être discriminé au sein de votre entreprise actuelle? Là, même schéma, ça retombe
à moins 7 points. Donc, on était à peu près à 41 et on descend à 34. Et un point assez saillant, je ne l'ai pas commenté, mais vous l'avez vu sur la page précédente, les femmes étaient surrépondantes sur cette crainte. Elles étaient 50% d'entre elles à craindre d'être discriminées un jour sur le marché du travail et 41% des hommes. Là, cette fois-ci, ça fait 2 ans de suite qu'il n'y a plus de différence entre les salariés hommes et les salariés femmes. Est-ce que c'est le signe que les entreprises ont vraiment pris le sujet sur lequel les interprète la jeunesse d'ailleurs, de moins de 34 ans, sur l'égalité femmes-hommes? En tout cas, il n'y a plus d'écart et on arrive à neutraliser ça, ce qui est à nouveau extrêmement encourageant. Et ne pas oublier que ce 34 est en regard du 46 qu'on a vu sur la page précédente, c'est-à-dire c'est 12 dans sa propre entreprise, on se sent plus en sécurité. Le marché, c'est l'inconnu, c'est plus inquiétant, mais dans sa propre entreprise, il y a un véritable apaisement dans 2/3 des cas. Ce qu'il y a d'intéressant, puisqu'on s'est vu que cette question prenait de l'importance bien malgré nous, c'est qu'on est allé chercher aussi, à chaque fois, sur la page suivante, quand on nous dit qu'il y a une hantise de discrimination, pour certains des répondants, au sujet de quoi? Il ne faut pas fantasmer, un baromètre, ça sert à ça, ça sert à les mesurer. Eh bien, depuis 2012, c'est-à-dire depuis 10 ans, c'est toujours l'âge, on va dire le vieillissement, puisque ce ne sont pas les jeunes qui surrépondent, mais c'est l'âge qui est vécu dans ce pays comme un facteur de discrimination systémique, puisque ça fait 10 ans que ça dure et ça ne se calme pas beaucoup. Et puis on voit que les 2 autres items, vous le voyez sur la gauche, ce sont des items d'apparence, c'est l'apparence physique et puis le fait d'être d'un certain sexe, très clairement d'une femme, puisque c'est les femmes qui surrépondent à 40% et les hommes à 8% seulement craignent d'être un jour discriminés parce qu'ils sont des hommes. Donc on voit bien que ces 3 critères-là distancent assez largement la suite. Ce qui est intéressant dans la colonne des femmes, qui est un peu orangée là, ici sur cette page, et puis dans la colonne des hommes, c'est qu'on voit que les femmes, dans les 3 premières réponses, craignent pour leur apparence physique, en raison de leur sexe, donc du fait d'être une femme, et pour leur origine sociale. Par contre, les hommes, eux, expriment de l'inquiétude au sujet de leur apparence physique à 23%, mais il y a 2 autres items que vous ne voyez pas parce qu'ils sont en moyenne en dessous des opinions politiques. C'est que les hommes surrépondent aussi sur les opinions politiques à 12%, bien plus que les femmes, donc la crainte que leurs opinions politiques leur coûtent cher. Et puis le deuxième sujet, à 10%, c'est leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Petit salut aujourd'hui sur le fait que parmi les nombreuses journées internationales dans le monde, nous sommes dans la journée internationale du coming out aujourd'hui et dans la journée internationale des filles. Ne me demandez pas pourquoi il y a autant de journées internationales, mais c'est deux sujets très importants pour nous. Donc voilà sur finalement ce qui gêne, ce qui crée de l'inconfort. Et puis, autre élément intéressant qu'on interroge depuis quelques années, c'est sur la page suivante. Et ça, on le fait tout à la fin du questionnaire, de façon à ne pas colorer les questions de trop d'éléments personnels ou identitaires dans la façon dont les participants et les salariés répondent. Tout à la fin, on leur demande s'ils estiment porter au moins une caractéristique potentiellement stigmatisante. Et on en liste toute une série qui, pour certaines, font partie des éléments protégés par la loi, et puis pour d'autres, pas. Quand on voit, par exemple, dans ce sujet, le fait d'être militant ou le fait d'être d'une certaine origine sociale, modeste tout en haut ou aisé tout en bas, on interroge sur pas mal de critères. Et dans les tri croisés que l'on est capable de faire, on voit que les répondants qui assument porter une ou plusieurs caractéristiques très singulières, particulières, ne sont pas ceux qui disent craindre un jour
d'avoir des soucis pour ces raisons-là. Par exemple, vous avez 22% de nos 1500 répondants qui signalent être d'une origine sociale modeste, mais par contre, les mêmes ne sont que 4% à dire qu'ils craindraient d'être un jour discriminés pour cette raison. 22, 4. Je pourrais vous donner un autre exemple. 7% de nos répondants sont en situation de handicap visible ou invisible. Ils ne sont que 3%, c'est-à-dire moins de la moitié, à craindre un jour être discriminés dans l'entreprise ou ailleurs. Donc en fait, même ces items-là ne nous donnent pas des craintes automatiques de stigmatisation. Et puis enfin, dernier sujet, puisqu'on a vu l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet extrêmement important aux yeux des moins de 34 ans qui nous ont répondu. Eh bien, quand on demande à tous les répondants quels sont les sujets sur lesquels ils veulent absolument voir l'entreprise travailler, les deux premiers concernent l'égalité femmes-hommes. L'égalité au sens large, et puis depuis 3 années qu'il existe l'index d'égalité salariale, on a rajouté cet item. Et sur ce sujet-là également, ces deux sujets devancent de 10 points la question de l'âge. Donc nos salariés ont une hantise un peu lointaine, on s'espère tous vieillir en bonne santé, n'est-ce pas? Mais une hantise un peu lointaine qu'un jour l'âge pourrait leur coûter cher. Néanmoins, ce n'est pas le sujet, c'est 10 points derrière sur lequel ils exigent du travail dans l'entreprise. C'est la question de l'égalité femmes-hommes. Et ce qui est intéressant, et ce qui en tout cas moi me rassure, c'est que c'est une exigence des femmes qui répondent, et c'est une exigence des hommes qui répondent tout autant. C'est passionnant. Merci Armelle pour cet éclairage. Dominique Carlac, est-ce que vous constatez que les salariés ont une bonne perception des actions de leur entreprise? Alors, on a les actions, et puis derrière les actions, on a les valeurs que l'on incarne, et puis ce que l'on déclare vouloir faire et quelle utilité on veut avoir à la société. Et donc, ça se traduit par soit l'entreprise à mission, soit par la raison d'être. Donc, cette perception, on va d'abord en parler sous l'angle des valeurs. Il y a à peu près la moitié des salariés qui déclarent connaître les valeurs de leur entreprise, et ça reste à peu près au niveau de 2020. Donc, il y a la moitié des salariés qui se situent bien dans ce qu'incarne finalement l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les valeurs. Alors là, on est vraiment dans la double perception, hein. Une valeur, ça n'est pas mesurable, et puis on est toujours dans la perception. Mais il y en a la moitié qui déclarent qu'elles connaissent les valeurs de leur entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que surtout, il y a 90% d'unanimité quasiment à l'adhésion de ces valeurs. C'est-à-dire que l'adhésion aux valeurs, elles sont comprises, et en plus, à 90%, on y adhère. Sinon, peut-être qu'on ne serait pas venu, mais peut-être qu'on ne serait pas resté non plus, parce que ce n'est pas que pour les nouveaux arrivants. Néanmoins, il y a quand même une vraie différence entre les nouveaux arrivants et les plus anciens. Alors, soit par un phénomène d'usure, soit par un phénomène de tout feu, tout flamme, je ne sais pas, mais en tout état de cause, tout à fait en accord avec les valeurs de l'entreprise, chez les jeunes, c'est 35%, et puis 10 ans plus tard, c'est 20%. Donc il y a probablement un petit peu d'usure au passage, il n'y a plus la même ferveur qui est « je suis venu dans cette entreprise », probablement non seulement pour une mission, pour un salaire, mais aussi pour des valeurs. Et donc assez naturellement, il y a ce 35% chez les jeunes arrivants qui dépasse très nettement les 20% pour ceux qui sont là depuis 10 ans. C'est un point extrêmement important, cette communication et cette perception et cette compréhension des valeurs, parce qu'aujourd'hui, dans les processus de recrutement, on n'attire plus les talents, ou on ne conserve plus les talents exclusivement sur des choses réelles, palpables et mesurables. On les attire et on les fidélise sur des choses beaucoup moins réelles, palpables et mesurables. Donc ça renvoie à la slide suivante qui parle cette fois de l'affichage qu'on peut faire de ces valeurs en les traduisant dans une raison d'être ou dans une mission, puisqu'à ce moment-là, on fait comme ici au Mouvement des entreprises de France, on dit, voilà, nous, notre raison d'être au Mouvement des entreprises de France, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Et c'est écrit sur les murs. C'est là où on va passer des valeurs à la raison d'être. C'est-à-dire qu'une entreprise peut incarner des valeurs, peut parfois, depuis des générations, les incarner et les vivre, mais finalement, on ne les a pas écrites. Et c'est là où on va devoir travailler, parce que
quand on demande aux salariés, est-ce que vous connaissez la raison d'être ou la mission de votre entreprise qui exprime la façon dont elle veut impacter la société, dont elle veut être utile au sein de la société, là, on n'a plus que 30%. Il n'y a plus que 30% de salariés qui savent quelle est la raison d'être de leur entreprise, au sens quel est le rôle que l'entreprise entend jouer dans la société. Or, c'est bien malheureux, parce que si l'entreprise est une entreprise de plusieurs générations d'une part, ou si elle est start-up avec une nouvelle vision du monde, elle a assurément une raison d'être. Or, elle n'est pas connue. Donc, il faudra systématiquement, et c'est la leçon de ce baromètre sur cette partie-là, systématiquement formaliser et communiquer autour de cette raison d'être. Ce n'est pas juste quelque chose qui est dans un coin, on doit nécessairement communiquer parce que sinon, on en perd au passage et il peut y avoir un phénomène de slasher, de switcher, de gens qui viennent dans l'entreprise parce qu'on ne travaille pas assez sur le long terme et l'ancrage et la traduction de ces valeurs en raison d'être qui sont vécues au quotidien. Et c'est pour cela probablement qu'il y a ce phénomène aussi de turnover dans les entreprises. C'est qu'à un moment donné, on se donne tous rendez-vous pour travailler sur la raison d'être de l'entreprise. On y travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, on accouche de cela. Et puis après, on passe à autre chose. Et malheureusement, c'est quelque chose qui doit être entretenu si on veut que ça soit justement suivi et qu'il y ait de l'adhésion de nos salariés. Donc il faut quand même dire que les jeunes ont une acuité quand même supérieure sur ces sujets-là, puisqu'il y a quand même plus de 50% des jeunes 16, donc 24 ans, qui ont connaissance de la mission de leur entreprise. Et quand on passe aux plus de 50 ans, on passe de 51% chez les jeunes à 28%. Donc on est loin peut-être aussi de ces préoccupations-là pour ces salariés de plus de 50 ans. Donc ça invite quand même à réfléchir en tant que dirigeant, se dire mais la raison d'être, pourquoi, pour qui ? Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur non pas le recrutement, mais sur la fidélisation des talents autour de que peut-on faire pour davantage faire connaître la raison d'être à nos plus anciens et fidèles salariés pour pouvoir en faire un véritable outil d'attractivité de nos entreprises. Donc la leçon, je dirais, de ces messages et de cette enquête sur valeurs connues ou pas et raison d'être et mission connue ou pas dans l'entreprise par les salariés, c'est la même chose que sur la RSE tout à l'heure. Tout cela invite les chefs d'entreprise à mieux structurer, à mieux communiquer sur leur stratégie RSE pour pouvoir mieux inclure les salariés dans cette démarche, parce que sinon on aura une démarche disjointe entre perception et puis réalité de ce que fait l'entreprise. Merci, Dominique Carlac. Alors, vous venez de parler de la RSE comme un outil d'attractivité pour l'entreprise. Armelle Carminati, selon vous, existe-t-il un lien justement entre RSE et attachement à l'entreprise pour les salariés ? Alors, un lien, moi je suis statisticienne, donc je ne vais pas vous dire qu'il y a une corrélation, mais en tout cas, on mesure de façon implacable depuis 3 ans qu'on interroge sur la RSE, une avancée, un phénomène parallèle. Sur la question de confiance, êtes-vous confiant dans votre avenir au sein de votre entreprise actuelle ? Vous le voyez, ils sont sur l'ensemble du panel 77% et à nous dire qu'ils ont confiance. Et il y a quelque chose de tout à fait impressionnant, parce que la question de confiance, on la pose depuis 10 ans. Ça a fait un bond de 11 points en 10 ans. On était 11 points en dessous de ces 77-là il y a 10 ans, et ça ne cesse de progresser. Donc la valeur entreprise, ou en tout cas l'écosystème entreprise, c'est le lieu de la confiance. Depuis 3 ans, on va chercher le retour des répondants sur le fait qu'ils ont localisé une entité RSE ou un bout de quelqu'un responsable de la RSE dans l'entreprise. Et on voit que pour ceux qui l'ont localisé, qui l'ont bien identifié, ils sont 83% à avoir confiance. Et puis ceux qui ne savent pas, ils disent « je ne sais pas, je pense qu'il n'y en a pas », ils ne sont que 71%. Donc on voit le creux là s'organiser entre les entreprises qui ont mis en route quelque chose, même modeste, mais qui ont donné une intention de travailler sur leur RSE, et ça crée de la confiance systématique. Depuis 3 ans, on le voit.
Et puis peut-être, dernier point intéressant, sur la page suivante, il y a la question de la confiance, mais il y a aussi plein d'autres sujets par lesquels on peut mesurer l'attachement à l'entreprise. Ça va venir, je pense, puisque, bien entendu, on interroge sur l'égalité des chances, bien entendu, on interroge sur la RSE, mais également sur la solidité du lien social vis-à-vis de l'entreprise. Eh bien, quand on interroge ceux qui s'y voient travailler encore dans 3 ans dans leur entreprise actuelle, ils sont 68%, donc c'est plutôt rassurant. Et on a plus de 2 salariés sur 3 dans nos entreprises, Dominique, qui s'y voient travailler dans 3 ans. Mais pour ceux d'entre nous qui ont démarré un travail sur la RSE, ça monte à 82 de loyauté à 3 ans. Par les temps qui courent, sur lequel on se bat tous pour conserver les talents importants et puis en embaucher. Là, pour le coup, c'est un bon, c'est une plus-value formidable en termes d'attachement. La confiance en l'avenir, c'est pas la confiance dans l'entreprise, mais c'est la confiance dans l'avenir, dans son avenir, donc dans le fait que l'entreprise nous jugera désirable pendant encore un bon moment. Et bien là-dessus, ils sont 83%. Je me demande si les chiffres n'ont pas été inversés d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être le seul. Voilà. Le plaisir au travail, on les interroge là-dessus. Ils sont 68% en France à prendre du plaisir au travail. Et j'espère bien d'ailleurs que post-confinement, c'est des chiffres qui vont continuer à remonter. Mais ils sont 76% dans une entreprise qui a un étendard RSE assumé. Quand on leur demande s'ils ont un bon manager, c'est quand même rassurant parce que les managers, Dieu sait si c'est la boîte à critiques. Et si même d'ailleurs, parfois, certains ont travaillé sur des sujets d'entreprise libérés de ces managers, eh bien, ils sont 80% à penser qu'ils ont un bon manager. Et les jeunes en tête, d'ailleurs, c'est quand même extrêmement rassurant quand il y a un service RSE. Et puis enfin, est-ce que votre entreprise représente la diversité de la société en France? 80% en général, mais 86% quand il y a un engagement RSE. Donc on voit à quel point le fait de débranler la caravane sur ces sujets-là, sans prétendre tout savoir et tout faire, mais tout simplement de lancer le mouvement et de l'assumer, finalement, crée du renforcement du lien d'attachement. Très bien, voilà. Merci pour ce beau message. Dominique Carlac, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Armelle? Ou quelques mots pour conclure. Je crois que, pour conclure, mais je crois que déjà le dernier mot d'Armelle sur les derniers indicateurs, c'est la démonstration absolue qu'on arrive quand même à davantage être cohérent, fédéré, être en cohésion et donc probablement être dans l'intelligence collective quand on inscrit un petit bout d'organisationnel dans l'entreprise, enfin, d'organique, je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'en parler, il faut vraiment le faire, même si c'est une petite mission interne, même si c'est un stagiaire, même si c'est un double time comme en mauvais français, donc c'est quelque chose, on a tous à y gagner, en fait, on a vraiment tous à y gagner. Les 2 petits mots, c'est plus de l'information, donc sur la suite de cette semaine. Demain matin, pour justement se dire comment on peut valoriser tous les efforts que l'on fait, communiquer ou pas, mais en tout cas comment on peut les valoriser auprès de nos salariés, auprès de la société dans son ensemble. On aura un atelier sur structuration et communication de sa stratégie RSE. Donc ça, c'est important. Il y aura un deuxième rendez-vous qui va le précéder cet après-midi. Ça, c'est vraiment important pour les adhérents qui nous suivent sur je suis PME, je suis TPE, comment je structure, comment je bâtis une stratégie RSE. Donc vraiment, on vous invite derrière, je dirais, ces résultats de baromètre qui nous permettent de nous donner rendez-vous, de se dire, là, on est vraiment passé à la phase opérationnelle, de rendre ça accessible aux entreprises et de pouvoir le valoriser, et cette fois, vous verrez, valoriser de manière extra-financière, mais le valoriser tout bonnement sur la performance de sa propre entreprise et à très court terme parce qu'il y a des outils très très simples qui ont été testés et donc qui sont réappropriables à tous nos adhérents. Merci Dominique Carlac, merci Armelle Carminati pour cet échange et cette présentation riche en informations et absolument passionnante. Merci. Alors, nous vous proposons maintenant d'écouter le message que Claire Hédon, défenseur des droits, a souhaité nous transmettre dans le cadre de l'ouverture de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Nous l'écoutons.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vous remercie de votre invitation à intervenir à la conférence d'ouverture de la Semaine de l'entreprise responsable et inclusive, organisée par le MEDEF et l'Association française des managers de la diversité. Nous venons d'avoir une présentation des résultats du baromètre national de perception de l'égalité des chances en entreprise. Cette étude que vous réalisez pour la 10e année consécutive nous fournit des éléments précieux sur la perception des pratiques et des actions menées en matière de diversité dans l'emploi privé en France. Dans les années 1990, cet objectif de diversité promu par l'État marquait surtout en fait une mobilisation contre les discriminations liées à l'origine. Aujourd'hui, la promotion de la diversité ou le management de la diversité tend à avoir une acceptation de plus en plus large. Il s'agit de déployer des dispositifs d'intégration et de coopération entre des individus présentant des caractéristiques différentes. La notion de diversité a surtout pour objet de fonder l'ensemble des décisions RH sur une reconnaissance des mérites des salariés. Comme vous le savez certainement, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et qui est notamment chargée de lutter contre les discriminations. Nous cherchons à rétablir au quotidien les personnes dans leurs droits et nous déployons également des actions de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits qui consistent à faire connaître les droits à travers des démarches d'information des publics concernés, à conduire des actions de sensibilisation et de formation, à promouvoir les bonnes pratiques et à intervenir auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les cadres normatifs. Et tout ceci se fait dans le cadre d'une politique active de partenariat et de dialogue avec la société civile. Le champ de l'emploi est particulièrement important. En effet, depuis la création de l'institution du Défenseur des droits en 2011, l'emploi est et demeure le premier domaine pour lequel nous sommes saisis en matière de discrimination, tous critères confondus. Le baromètre, d'ailleurs, sur la perception des discriminations dans l'emploi que nous menons chaque année en partenariat avec l'OIT confirme cette réalité. En 2020, 23% des personnes actives en France déclarent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans l'emploi, sans différence significative d'ailleurs selon le secteur d'activité. Alors vous l'aurez compris, ma compétence, elle s'appuie sur le droit, mais entend mobiliser tous les leviers pour accompagner la progression de la culture des droits, et notamment dans le cadre de l'emploi. Dès lors, comment appréhender la notion de diversité et en même temps favoriser la mise en œuvre des actions de promotion de l'égalité au sein des entreprises ? Plusieurs concepts sont souvent mobilisés pour désigner et construire les actions de promotion de l'égalité dans l'emploi, égalité des chances, inclusion, promotion de la diversité, lutte contre les discriminations. Et même s'ils peuvent tous contribuer à la cohésion sociale et à l'égalité, ces paradigmes ne sont pas interchangeables. La lutte contre les discriminations dans l'emploi ne peut pas se confondre avec la promotion de la diversité, de l'inclusion ou de l'égalité des chances. En effet, ces trois dernières notions n'ont pas de définition juridique opposable et ne confèrent aucun droit aux personnes discriminées, ni d'ailleurs aucune obligation ou sanction pour les employeurs ou les personnes mises en cause. À l'inverse, la notion de discrimination est définie par la loi comme le traitement défavorable d'un groupe ou d'une personne en raison des critères prohibés. Elle peut également consister à traiter de manière identique des personnes dans une situation différente, de telle sorte qu'il en résulte un effet discriminatoire. Et la discrimination constitue une infraction pénale qui est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si les paradigmes de la diversité et de l'égalité des chances contribuent incontestablement à la promotion de l'égalité en entreprise, ils ne peuvent en revanche pas remplacer la lutte contre les discriminations et les interdits légaux qui vont avec. La lutte contre les discriminations et son corollaire, donc la promotion de l'égalité, c'est d'abord une question de droit, et ce droit impose des obligations pratiques et une mise en œuvre. La nécessité de s'engager et d'agir fait écho aux discriminations qui sont encore trop fréquentes dans l'emploi. Si les initiatives se multiplient, le véritable enjeu est de décliner les engagements pris par les entreprises en actions concrètes et de les ancrer aussi dans la pérennité. Autrement dit, dans le cadre des politiques RSE, les engagements doivent se traduire par des dispositifs qui s'inscrivent dans des plans d'action structurés, pluriannuels et évalués périodiquement, prévoyant un calendrier, des objectifs clairs, de véritables diagnostics et des méthodes d'action concrètes et transversales. La phase du diagnostic est essentielle pour identifier au préalable les risques discriminatoires
au sein de l'entreprise et évaluer les plans existants de lutte contre les discriminations. Votre conférence sur l'organisation inclusive, mesurer pour progresser et mesurer la diversité de l'inclusion s'inscrivent d'ailleurs dans cette démarche. L'employeur ou l'employeuse doit aussi prévenir et sanctionner toutes les situations de harcèlement au titre de son obligation de prévention et de sécurité. Il ou elle doit réagir au cas porté à sa connaissance et, le cas échéant, prendre des mesures à caractère disciplinaire contre les auteurs sans attendre une décision des juridictions. Dans le cadre de la prévention du harcèlement, une attention particulière doit être apportée aux environnements de travail peu diversifiés, sexe, âge, origine, dans lesquels le risque de harcèlement est plus élevé à l'égard des personnes minoritaires. Et l'entreprise doit également interroger l'ensemble de ses processus et critères de décision RH avec l'objectif de mettre en place des procédures et critères RH non discriminatoires, guidés par les principes d'objectivité, de transparence et de traçabilité. Je me réjouis de voir la formation à la lutte contre les discriminations rendue obligatoire pour l'ensemble des recruteurs depuis la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017, inscrite dans un nouvel article L 1131-2 du Code du travail. Cette obligation doit cependant faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin de veiller à sa mise en œuvre concrète dans les entreprises concernées. Avant de conclure, je souhaite rappeler quelques recommandations spécifiques visant à amplifier la mobilisation en faveur de la promotion de l'égalité et de la prévention des discriminations dans l'emploi. Concernant les discriminations à raison du handicap et de l'état de santé, la direction de l'entreprise doit garantir la mise en œuvre des obligations légales, et notamment en appliquant pleinement l'obligation des aménagements raisonnables dont les contours restent souvent mal connus et en formant aussi le personnel et les personnes clés sur les enjeux d'inclusion. Vous disposez d'ailleurs à cet égard du guide du défenseur des droits qui s'intitule « Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable ». Dans la continuité des actions et des plans que vous avez déjà mis en place, il faut également prévenir davantage les discriminations à raison du sexe pour permettre une égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est un enjeu majeur et cela passe notamment par une plus grande vigilance pour éviter toute décision discriminatoire fondée sur la grossesse et la situation de famille, dont les saisines du défenseur des droits montrent qu'elles restent beaucoup trop fréquentes. Une telle politique appelle aussi des engagements fermes pour réduire les inégalités salariales en mettant en œuvre le principe salaire égal pour un travail de valeur comparable, qui tient compte de la forte ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes. En 2020, les femmes sont en moyenne payées 9% de moins que les hommes à compétences et poste égal. Un poste qui monte à 27%, tout poste confondu. Enfin, il est urgent de prendre en considération d'autres critères de discrimination encore trop peu investis par les entreprises. L'engagement récent contre les discriminations LGBT doit être salué et se poursuivre, mais la lutte contre les discriminations fondées sur l'origine ou l'apparence physique, par exemple, n'a pas encore trouvé pleinement sa place dans les dispositifs mis en place. Il est vraiment temps d'avoir une approche globale de l'ensemble de ces situations. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Les discriminations minent notre société. Elles résultent d'une multitude de facteurs qu'il faut combattre en améliorant la connaissance des faits, en menant des politiques plus volontaristes dans les entreprises, notamment en matière de discrimination raciale. Pour élaborer ou améliorer vos politiques de lutte contre les discriminations, mon institution met à disposition de nombreuses plaquettes d'informations et de fiches ressources, par exemple sur le harcèlement sexuel, ainsi que des guides des bonnes pratiques, par exemple le guide sur le LGBT-phobie dans l'emploi. Nous avons aussi, vous le savez, la plateforme antidiscrimination.fr avec à la fois un site internet, un numéro de téléphone, le 3928, des juristes pour répondre en première intention au téléphone et accompagner les réclamants. Nous avançons donc dans la lutte contre les discriminations et j'espère que tout ce que nous mettons en place vous est utile. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Vous l'avez compris, cette première demi-journée de la semaine de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive touche à sa fin. Merci Anne-Laure Thomas, merci Geoffroy Roux de Bézieux, merci à tous nos intervenants, merci aux équipes de l'AFMD et aux équipes du Mouvement des entreprises de France. Alors, nous sommes ensemble toute la semaine. Notez dès à présent dans vos agendas
que nous avons rendez-vous demain à partir de 9h30. Nous serons en direct avec vous pour une matinée exclusivement consacrée à la RSE. Mercredi, nous vous présenterons différents outils pour mesurer la perception de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Notez également qu'Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, sera à nos côtés. Un temps privilégié avec la ministre Sophie Cluzel est aussi prévu en tout début d'après-midi. Jeudi, nous mettrons en lumière les enjeux de la relation entre école et entreprise. Nous parlerons mixité des métiers et emploi des seniors. Et pour cette occasion, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sera à nos côtés. Et enfin, vendredi, nous nous intéresserons plus particulièrement aux questions de l'impact social et sociétal des organisations au cœur de nos territoires. Nous échangerons notamment avec Nadia Hay, ministre déléguée en charge de la ville. D'ici là, n'oubliez pas de vous inscrire à nos ateliers via l'onglet Atelier de la plateforme Imagina. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi à tous. Merci de nous avoir suivis et à demain.